Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Il peine à y croire, mais notre Hannibal est forcé de se rendre à l'évidence et de regarder la vérité en face. Les siens l'ont littéralement abandonné et son armée numériquement inférieure et fatiguée maintenant de toutes ces batailles n'est plus aussi forte qu'en 216 avant notre ère. Et pourtant, il ne renonce pas. Il est persuadé que tôt ou tard, il fera tomber Rome. Mais il sous-estime l'abnégation, la puissance de l'armée romaine. En outre, maintenant, il va falloir compter avec Scipion. Scipion, c'est un jeune loup, mais plein de promesses. Lui aussi, c'est un enfant de la guerre. Lui aussi, il a grandi au milieu des soldats, de la boue et du crottin. Lui aussi, il s'est formé sur le champ de bataille dès son plus jeune âge. Et comme Hannibal, il est doté d'une intelligence et d'un sens tactique remarquables. Son objectif est clair, chasser les agresseurs carthaginois du territoire italien, anéantir définitivement Carthage, cette cité trop puissante au goût des Romains. Pour vaincre un adversaire, il faut l'étudier sous tous les angles. Il faut comprendre sa manière de penser, sa manière d'être, sa manière d'agir. Il se rend compte d'une chose essentielle. Si l'armée d'Hannibal est aussi puissante, malgré son effectif réduit, c'est en grande partie grâce à son chef. Enfin, ils ont compris. Scipion a lui-même observé Hannibal. Il admire son génie et sa grande habileté tactique. Il comprend qu'avant de livrer bataille, il tient à connaître le terrain par cœur dans ses moindres détails et à se tenir au courant de la psychologie du camp ennemi. Eh bien, il va faire pareil. Il se renseigne, il examine, il analyse, il décide, il s'approprie carrément les méthodes de pensée et les tactiques de son ennemi. Il va même plus loin que lui en les améliorant pour donner un avantage à l'armée romaine. Mais comme l'expliquent les psychiatres, pour s'imposer et devenir maître, il faut d'abord tuer le père, en tout cas symboliquement évidemment. L'arrivée de Scipion sur le champ de bataille va tout simplement bouleverser la situation et changer radicalement la face de la guerre. Désormais, ce n'est plus Hannibal qui mène le jeu, mais le jeune consul. Et désormais, vous l'avez compris, les dieux sont du côté du camp romain. De 209 à 206 avant notre ère, Scipion multiplie les victoires. Il lève une impressionnante armée. Il se lance à l'assaut de l'Espagne. En peu de temps, il conquiert toutes les cités alliées de Carthage, soumet toutes les tribus hostiles aux Romains et impose de manière définitive l'influence romaine sur l'Andalousie. Tous les anciens alliés d'Hannibal changent de camp et accueillent Scipion comme un libérateur. Encore un coup dur pour le général carthaginois, d'autant plus qu'il doit affronter une autre terrible épreuve, cette fois sur le plan personnel. La mort au combat de ses deux frères. Il est anéanti, mais il tient bon moralement, il ne baisse pas les bras, il ne veut pas. De son côté, tout va pour le mieux pour Scipion. Il a écrasé les petites troupes carthaginoises en Espagne, presque entièrement détruit le royaume qu'Hamilcar avait mis 30 ans à bâtir, et rapporte à Rome un butin considérable, près de 4342 livres d'argent en lingots et une quantité inimaginable de monnaie en argent. Il dépose tout ça dans le trésor public romain, ce qui constitue une véritable bouffée d'oxygène, vous l'imaginez, pour les finances de la ville, endettée jusqu'au cou à cause des guerres et de la dévalorisation de sa monnaie. Et Scipion pénètre dans la ville sous la liesse populaire, auréolé de gloire, ce qui n'est pas pour lui déplaire parce que contrairement à Hannibal, lui, il est vaniteux, orgueilleux, très soucieux de son image et avide de gloire et de pouvoir. Il est nommé consul sous les applaudissements enthousiastes du peuple, mais pas sous ceux des sénateurs, parce que l'ambition de ce jeune présomptueux les inquiète un peu, les effraie même. Si Scipion a l'appui de la foule, il doit malgré tout s'incliner. On est maintenant à l'automne 204 avant notre ère. C'est l'affolement à Carthage. Scipion vient de débarquer en Afrique avec 25 000 fantassins, 2500 cavaliers. C'est l'armée la plus impressionnante qu'on ait vue depuis longtemps. Elle a embarqué sur 40 navires de guerre, 400 bateaux de charge et assez de nourriture et d'eau pour tenir 45 jours. La cité punique panique, si je puis dire. Elle est complètement désarmée, abandonnée de tous ses alliés. Toute la population maintenant est mobilisée. On se bat avec ce qu'on a sous la main, mais face à la puissante troupe de Scipion, évidemment personne ne fait le poids. La ville subit un siège qui dure jusqu'en avril 202, avant notre ère toujours. À bout de souffle et isolée, elle est forcée de se rendre.
Les conditions de paix de Scipion sont extrêmement dures pour les vaincus. Carthage doit abandonner la Sicile, l'Espagne, la Gaule et la Corse, livrer tous ses navires de guerre et ses éléphants, payer un lourd tribut de 500 talents et fournir à Rome près de 500 000 boisseaux de froment et 300 000 boisseaux d'orge. L'aristocratie carthaginoise est prête à tout pour permettre à ses bateaux de commerce de continuer à circuler en Méditerranée et donc du coup accepte de répondre aux exigences de Scipion. Le Sénat rappelle Hannibal et ses troupes sommées de quitter le territoire italien, ce qu'il est forcé de faire. Il a à présent 44 ans et ça fait déjà 16 ans qu'il combat les forces romaines sans s'accorder aucun repos. Après avoir ravagé l'Italie et fait trembler le peuple romain, il doit donc se résigner. Les dieux l'ont abandonné, le temps des triomphes est désormais passé. Ce départ humiliant lui laisse, vous l'imaginez, un goût amer, mais il n'a pas le choix. Toutefois, quand même, il refuse de remettre les pieds à Carthage, une ville qu'il a quittée lorsqu'il n'avait que 9 ans, souvenez-vous. Il sait très bien que ses ennemis l'attendent de pied ferme pour le traduire en justice et lui faire subir 1000 maux. Il se rend donc à Leptis Minor, à Hadrumète, au sud-est de Carthage, où sa famille possède des terres. Sauf que, faut pas croire, l'heure de la retraite n'a pas sonné pour autant. La trêve signée entre Romains et Carthaginois est rompue. Le prétexte, des navires de guerre romains chargés de vivres se sont échoués sur une île pas loin du golfe de Carthage après une forte tempête. Et la population, affamée, s'est jetée sur la cargaison et s'en est pris violemment aux soldats qui la convoyaient. Pour le Sénat romain, c'est ce qu'on appelle un casus belli, un cas de guerre, si vous voulez, accepté par Carthage, qui rappelle Hannibal, celui qu'elle a pourtant condamné. Et ce rappel réveille la terreur chez les Romains qui s'étaient apaisés depuis les victoires de Scipion en Italie, en Espagne et en Afrique. Et on craint toujours ce brillant général qui, même dans la défaite et la disgrâce, reste grand, reste auréolé de gloire. L'inquiétude est d'autant plus forte que cette fois-ci, Hannibal est chez lui, sur son sol, en Afrique et plus en Italie. Il lui est donc plus facile, normalement, de recruter des guerriers auprès des peuples africains et de se ravitailler dans les environs de Carthage. Et de ce fait, il se démène pour remonter une armée très hétéroclite, constituée de Numides, de Baléares, de Gaulois, d'Ibères, de Ligures et bien entendu de Carthaginois. Mais il faut dire les choses comme elles le sont. La troupe qu'il parvient à réunir est loin, très loin, d'égaler la puissante armée de Scipion, prête au combat. Réaliste, le stratège comprend qu'il doit, encore une fois, faire appel à sa ruse, devenue légendaire. Mais il comprend aussi que Scipion connaît toutes ses stratégies et qu'il les a considérablement améliorées. Et donc il est contraint, là encore, de s'adapter, de se renouveler. Des messages lui arrivent de partout, l'avertissant que, comme il l'a fait lui-même en Italie, les troupes romaines sont en train de ravager les régions alentours dans le but de le couper de ses moyens de ravitaillement. On appelle ça le principe de la terre brûlée.